Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode week-end de Tech Café. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode qui ne contient pas forcément les infos les plus incontournables. Si jamais vous voulez avoir l'essentiel de l'actu et que vous avez qu'une heure cette semaine pour votre veille tech, allez écouter l'épisode précédent de Tech Café. Mais là, on est sur le surplus, la crème au-dessus du gâteau avec la petite cerise qui va bien. Et on a d'autres sujets qu'on va aborder ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est bien évidemment avec la voix incontournable de Tech Café, celui qui a préparé le contenu une nouvelle fois de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Ben, ça va très très bien, écoute. Est-ce que tu es bon en pâtisserie ? Est-ce que tu fais de la bonne crème fouettée pour les gâteaux ? Non, je me suis essayé à faire quand même des biscuits et des trucs comme ça. C'est ça vrai ? Ouais. Pendant le confinement ou depuis ? Non ? Ah non, mais en général. Ah, très bien. Je savais pas que tu faisais de la pâtisserie. Non, enfin, je fais pas de la pâtisserie, je fais des trucs super simples. Je fais des biscuits, des gâteaux simples. Est-ce que tu as déjà fait des cookies ? Parce que ça, c'est vraiment le gâteau le plus satisfaisant à faire, vu que ça cuit très vite. En fait, c'est 4 minutes, ça cuit. J'ai des biscuits à l'avoine, pour être précis. Ah, bien c'est bon ça. C'est très bien ça. Très bien. Eh ben, écoute, je te propose qu'on... Les biscuits à Ikea de base, en fait. Ah oui, les trop bons là, avec le chocolat au milieu. Ouais, mais sans le chocolat. Les cacors. Ouais, mais sans le chocolat. D'accord. Les cacors, mais sans le chocolat. Je pensais pas du tout que cette intro ressemblerait à mais ça, moi non plus, hein, mais j'en suis ravi. Envoie-nous ta recette de biscuits à l'avoine. Je serais ravi de tester de mon côté. Je t'enverrai ma recette de cookies. Bon, on n'est pas là pour parler de pâtisserie. Peut-être qu'on parlera de pâtisserie café, un de ces quatre, mais on va plutôt parler de tech parce que c'est à peu près ce qu'on s'est engagé à faire et quelque part, je pense que c'est là où on nous attend le plus. Et donc en particulier, comme je disais, avec des sujets qu'on n'a pas abordés dans l'épisode hebdomadaire. Juste avant qu'on se lance, je me complais quand même à vous rappeler que le podcast est soutenu en financement participatif sur Patreon et qu'on est évidemment toujours ravi de voir que vous venez soutenir le podcast sur patreon.com/techcafé. Vous avez toutes les infos sur la page et puis je vous en ai déjà parlé dans l'épisode de la semaine, l'épisode hebdomadaire, donc je vais pas m'étaler plus que ça, mais vraiment continuez à l'envisager si jamais ça recueille le moindre intérêt pour vous et si jamais ça vous est utile, si jamais vous passez évidemment un bon moment, parce que nous, de toute façon, on passe un bon moment à l'enregistrer, donc autant en profiter. Allez, première rubrique de cet épisode week-end. Il y a plusieurs sujets que tu as sélectionnés, Guillaume, autour du monde des réseaux sociaux, et pas forcément des choses qui sont très positives pour les réseaux sociaux, justement. Bon, il y a plein de trucs, écoute, en tout cas, bon, oui, il y a des lois qui se profilent comme ça, et des lois californiennes. Alors la Californie se targue souvent d'être à l'avant-garde un petit peu de la régulation du secteur tech, c'est un état qui est très important, et les règles qui se posent là-bas influencent souvent ce que font les boîtes un petit peu partout ailleurs, quoi. Donc la semaine dernière, le gouverneur, qui s'appelle Gavin Newsom, a signé 2 nouvelles lois importantes qui concernent donc les réseaux sociaux, et ils ont des noms qui sont très poétiques et très évocateurs, puisqu'il y en a une qui s'appelle AB 2273, et l'autre c'est AB 587. Là, Jean-Michel Acronyme est carrément parti à la retraite. Non, il cherche même plus. Voilà, donc ce sont des productions AB. Donc cette dernière, donc la AB 587, arrive directement en réponse à la crise du Capitole, donc la prise du Capitole même durant la quasi-insurrection du 6 janvier 2021. Donc les plateformes de réseaux sociaux seront désormais obligées d'avoir une complète transparence concernant les règles de modération et les actions qu'elles prennent pour les faire appliquer. Donc elles vont publier un rapport détaillé chaque trimestre, sous peine d'une amende de $15 000 par jour de retard. Donc l'AB 587 a reçu une résistance farouche évidemment du secteur de la tech. Il y a 8 associations de plein de grosses boîtes, et même la Chambre de commerce de Californie qui n'était pas d'accord. En 2021, on ne donnait pas trop cher de sa peau, elle était complètement... On pensait qu'elle allait finir au fond d'un tiroir ou même d'une corbeille à papier. Comme quoi, faut jamais désespérer. Bon. Alors, il y a une autre loi, il y en a une autre qui s'appelle donc la AB 2273, vous n'avez bien sûr pas oublié. La AB 2273 devrait prendre effet en juillet 2024, normalement. Peut-être en même temps que la sortie de GTA 6, je sais pas. En tout cas, elle se veut un complément aux lois de protection de l'enfance. Donc elle concerne les services web qui sont susceptibles de recevoir des visiteurs mineurs. Donc ceux-ci vont devoir faire très attention à ne pas héberger de contenu dangereux ou illégal pour les jeunes perdus et limiter drastiquement la collecte des données personnelles aussi pour ce public. Alors l'intention est bonne. Ça fait un peu RGPD style. Hein. Bah ouais, complètement. Mais bon, disons que c'est toujours pareil. C'est là, l'intention est bonne, c'est sûr. Mais la formulation, c'est quand même assez vague et ça pourrait s'avérer quand même très restrictif et très contraignant pour la survie de beaucoup de petits acteurs, si tu veux. De même, elle pourrait aboutir à la systématisation de la vérification de l'âge et ou de l'identité sur le web, et donc marquer le début de la fin de l'anonymat en ligne. Donc c'est des débats finalement qu'on a, c'est pas nouveau, et nous aussi de notre côté de l'Atlantique,
ou de l'autre côté du Pacifique, ça dépend dans quel sens tu décolles, voilà, on a exactement les mêmes problématiques. Donc on peut compter sur les Américains au moins pour scruter tous les petits détails de toutes les petites lignes avec tous les petits astérix. Et voilà, des procédures. Donc la AB 2273 est déjà jugée inconstitutionnelle par certains. Donc on peut être sûr qu'elle va être attaquée et peut-être même amendée, on ne sait pas trop. Donc il est possible qu'elle sorte après GTA 6 finalement. Bon, écoute, spéculation, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le leak de GTA 6 et à quel point c'était très grave, foncez écouter l'épisode précédent de Tech Café. On parle de l'égérie des réseaux sociaux de ce monde moderne aussi, TikTok, Guillaume. Et oui, TikTok est devenu une plateforme majeure, et on va voir à quel point d'ailleurs dans les news suivantes. Mais donc, du coup, elle a des problèmes d'adultes maintenant. Et oui, par exemple, là, comme tout le monde, elle est bourrée de désinformation. Elle lutte contre, évidemment, elle vire des vidéos par centaines de milliers sur certains sujets. Mais ça n'empêche pas que 20% des résultats de recherche sur des sujets majeurs contiennent de l'infox, d'après une enquête de NewsGuard. Donc, invasion de l'Ukraine, Covid, élection US de 2020, climato-scepticisme, tout y passe. Et les résultats sont même encore plus polarisés que sur Google. Il y a 12 des 20 résultats sur les prochaines midterms, par exemple, des prochaines élections de mi-mandat aux États-Unis qui étaient hyper partisans. C'est une enquête qui tombe assez mal, faut dire, parce que TikTok, dont le propriétaire ByteDance est chinois, est actuellement sur le grill concernant le transfert de ses données vers la Terre du Milieu. Non, l'Empire du Milieu, pardon. C'est ça aussi quand tu utilises des métaphores journalistiques, c'est assez périlleux. Donc en juin, BuzzFeed avait rendu public un mémo interne indiquant que les employés chinois de ByteDance avaient eu accès plusieurs fois aux données des utilisateurs américains. La possibilité a plus tard été confirmée par TikTok, mais elle vient d'être infirmée par Vanessa Papas, qui est la COO de TikTok. Donc Vanessa se fait interroger par les sénateurs des deux camps, qui sont plutôt suspicieux, du coup, et essaye tant bien que mal de les rassurer, quoi. Donc oui, ces employés chinois peuvent avoir accès, mais non, la Chine avec un grand C, voilà, c'est la Terre du Milieu, peut pas. Voilà, la Chine, avec un grand C, n'influence pas TikTok, en aucune manière. J'aurais craché la tête à ma mère, monsieur. Bon. Elle conteste de toute façon l'article de BuzzFeed d'ailleurs, mais quand on lui demande par contre explicitement de couper le cordon, couper tout robinet de données entre la Chine et les US, là le bouton touche. Mais notre accord final satisfera et rassurera tout le monde, vous inquiétez pas. Bon. On verra bien, en tout cas, pour finir sur TikTok, une info qui m'a un petit peu étonné. TikTok expérimente avec une nouvelle fonction qui s'appelle Now, et qui demande de poster une photo ou une courte vidéo chaque jour durant une fenêtre limitée aléatoirement. Oui, ça me fait penser à une fonctionnalité qu'on a déjà vue ailleurs. Ça ressemble étrangement à ce qui caractérise BeReal, le petit réseau qui monte. Bon, perso, moi, BeReal, j'y crois toujours pas. BeReal, je sais que ça joue de l'attrait, de la nouveauté, du contraste aussi entre les autres gros mastodontes, comme Instagram et compagnie, mais je trouve son principe de fonctionnement beaucoup trop contraignant et beaucoup trop invasif pour s'imposer de manière vraiment massive. On verra bien, écoute, si l'avenir me donne raison. Ouais, parce que là, pour le coup, si jamais TikTok propose la fonctionnalité et qu'elle prend pas, c'est vraiment qu'elle n'était pas destinée à vivre longtemps, ça c'est clair. Justement, Guillaume, un petit mot sur les usages numériques des plus jeunes d'entre nous, même pas d'entre nous, des plus jeunes tout court. Oui, parce qu'entre nous, on n'est plus assez jeunes, vraiment. On a de la marge. Non, les jeunes et les réseaux sociaux, voilà. Vous voulez des chiffres? Non, bon, j'en ai plein quand même. Oui. Ah, mais ça va alors. Donc on commence par une étude bien anxiogène qui va vous pousser à continuer à écouter même, je pense un petit peu à la TF1, nos enfants perdent le sommeil à cause des réseaux sociaux. Voilà, ça c'est pour le titre TF1. Les détails, c'est une étude anglaise qui a été faite par l'université de Montfort, de Leicester. Ça concerne une cohorte de 60 enfants de 10 ans. Et c'est un peu faible pour de Montfort. Presque 70% des petits répondants utilisaient les réseaux sociaux plus de 4 heures par jour, à 10 ans, y compris avant d'aller dormir. Leur durée moyenne de sommeil serait passée à 8,7 heures contre 11 heures recommandées à cet âge-là, soit un déficit de sommeil net d'une nuit entière par semaine. 12,5 des répondants se réveillent au milieu de la nuit pour checker leurs notifs. Ces enfants sont-ils orphelins? Je sais pas. Où sont les parents? Je comprends pas. Bon, les parents sont-ils eux-mêmes sur Twitch? Je sais pas. Les chiffres, évidemment, sont super inquiétants. N'oublions pas que ça concerne une toute petite cohorte, donc ça demande, à mon avis, beaucoup plus de données. Ouais. Et ça tombe bien. Ça demande beaucoup de pincettes. Ouais. Voilà, ça demande beaucoup plus de pincettes, plus de données, mais ça tombe bien parce que moi, j'en ai des données, j'ai d'autres stats. Bon, elles concernent les adolescents américains, par contre, ça n'a rien à voir, mais quand même, ça vient du célèbre Pew Research Center. C'est des gamins de 13 à 17 ans, là, on est vraiment dans les ados, donc pas du tout nous, tu vois. Et on a regardé leur usage des principaux réseaux sociaux entre deux époques, surtout, entre 2014 et 2022. Et c'est aussi en plus détaillé selon l'âge, le sexe, les revenus et l'ethnicité. Donc les plateformes étudiées, c'est YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, Twitch, WhatsApp, Reddit et Tumblr.
Il y a 2 plateformes qui sont mortes entre-temps, d'ailleurs, en 2014, c'est Vine et Google+. Bon, ça forcera pas des masses les résultats, vous le reconnaîtrez, on va pas sur Google+. Bon. Première constatation nette, tout le monde utilise YouTube. Et tout le monde a un smartphone, 95%. Au moins c'est clair. Presque tout le monde a accès à un ordinateur, 80%. Presque tout le monde a accès à un ordinateur et 80% à une console. Alors Facebook a chuté de manière dramatique, de 71 à 32% entre les deux époques, même si Instagram est monté de 50 à 62 et que WhatsApp est désormais utilisé par 17% des ados. Snapchat est utilisé par 62% des ados, Twitter par seulement 23%, Reddit 14% et Tumblr juste 5%. Donc Reddit, voilà, c'est pas un truc d'ado apparemment Reddit. Donc 19% des répondants reconnaissent utiliser constamment YouTube, 16% passent leur journée sur TikTok, 10% sur Instagram, 15% sur Snapchat et seulement 2% sur Facebook. Parmi ceux qui utilisent l'une des 5 plus grosses plateformes, 53% disent qu'ils en utilisent au moins une quasi constamment. Wow. Pas étonnant qu'une grosse moitié admet qu'il serait difficile de quitter les réseaux sociaux, c'est très difficile pour 18%, à l'inverse 20% considèrent que ça serait très facile. Donc les jeunes utilisent beaucoup les réseaux et beaucoup Internet en général. En fait, entre 2014 et 2022, on passe de 24 à 46% de jeunes qui sont presque constamment sur Internet. 97% y vont plusieurs fois par jour. Bon, c'est pas très très étonnant, nous-mêmes d'ailleurs. Donc quand on rentre dans les détails, on voit que certaines petites tendances supplémentaires quand même. Donc par exemple, les garçons sont légèrement plus nombreux que les filles à avoir une console de jeu. On s'en doute un peu, c'est pas très intéressant, mais plus marrant, 46% des ados avouent passer leur journée collés soit à un PC, soit à un smartphone. Et si on détaille, on constate que les filles sont 5% plus nombreuses que les garçons à être constamment en ligne, avec 48%. Les blacks et les hispaniques sont nettement plus nombreux aussi, à 56 et 55% contre 37% pour les blancs. Les urbains sont 10% plus nombreux que les ruraux, et les 15-17 ans sont nettement plus scotchés à un écran que les 13-14, à 52 contre 36%. Si on regarde par plateforme, on remarque que TikTok est plus utilisé par les filles que les garçons, et surtout plus par les noirs que par les blancs. Pour Instagram, les 15-17 ans sont largement plus nombreux, et par rapport aux 13-14, qui sont quand même déjà eux-mêmes 45%. Donc il y a 73% pour les plus âgés sur Instagram. Les garçons sont 2 fois plus nombreux à utiliser Reddit ou Twitch. Et les blacks et hispaniques utilisent plus Twitter que les blancs. On considère que les ados les plus pauvres utilisent d'ailleurs, enfin on constate même que les ados les plus pauvres utilisent nettement plus Facebook que les plus riches. 44%, dont les plus défavorisés, contre 27%. Un truc qui met tout le monde d'accord, YouTube. Tout le monde utilise YouTube, point final, quel que soit le genre, l'ethnicité. Tout le monde utilise YouTube, pareil, 95%, 97%, c'est un truc de fou. Donc concluons par ce que pensent les ados de leur propre consommation. Donc il y a 36% qui pensent qu'elle est excessive, et 55% qu'elle est correcte. 41% des filles pensent qu'elle est excessive, contre seulement 31% des garçons. Donc c'est assez rigolo. 42% des 15-17 ans pensent qu'elle est excessive, contre seulement 28% des 13-14. Donc voilà, c'est une étude intéressante, je ne vais pas me lancer du tout dans le pourquoi du comment, des explications sociologiques, évidemment, du pourquoi du comment, mais en tout cas, il y a tous les chiffres et les détails dans les notes de l'émission, bien sûr. C'est impressionnant ce poids de YouTube quand même. Je pense qu'on l'oublie vite en fait, et très souvent on a ce il fait partie des meubles, YouTube. Et le deuxième, ouais, c'est ça qui est dingue. Et on dit que c'est le deuxième moteur de recherche derrière Google, en Occident évidemment. C'est incroyable le poids que ça peut avoir, et c'est important d'avoir ce chiffre à l'esprit pour se rendre compte encore une fois à quel point ça a de l'importance. Un truc qui a peut-être pas l'importance en audience, en tout cas, peut-être en influence, mais pas en audience, c'est Twitter, et c'est peut-être, allez savoir, ce qui a motivé Elon Musk pour le racheter. Et justement, on parle de réseaux sociaux, et t'as un petit peu d'infos fraîches sur le sujet, Guillaume. Oui, sentant le roussi, Musk change son fusil d'épaule pour essayer d'échapper au rachat de Twitter. Alors plutôt que de saouler tout le monde avec les bots, il insiste désormais sur les multiples défaillances de la plateforme. Donc c'est basé sur le témoignage de Peter Zatko, évidemment. Donc Elon Musk allègue que Twitter, en fait, échoue en matière de sécurité et de propriété intellectuelle. Donc on a déjà parlé du volet sécurité, le volet propriété intellectuelle est un petit peu nouveau. Zatko, en fait, lui, affirme qu'il leur a appris pendant les jours précédant son renvoi, en fait, que Twitter n'aurait pas les droits pour utiliser les données dont il se sert pour entraîner ses algorithmes. Et tous ces algorithmes, même les plus basiques, comme la recommandation. À partir de ces affirmations, Elon Musk clame que Twitter est en fait une entreprise bien différente de celle qu'on lui a vendue, et qu'il est donc en droit de ne plus acheter.
Il aurait pu quand même se poser ces questions-là avant de foncer bille en tête. Bon, pardon. Parce que ça se bousculait pas au portillon pour acheter Twitter, quand même. Bah bon, excuse-moi, écoute, pardon. Bon, en tous les cas, Désolé. Twitter conteste tout ça, bien entendu, et surtout continue de traiter Zatko de gros rageux, globalement. Donc, la personne de Paeter, d'ailleurs, suscite un vif intérêt. C'est bien simple, hein. Tous ceux qui ont été dans la même pièce que Zatko pendant plus de 10 minutes ces 10 dernières années sont courtisés par tout ce que le pays compte de cabinets de recherche, de consulting, d'avocats, d'investissement. T'as pris un café avec lui, c'est pas vrai. T'as pris un café avec lui, on te paye $1000 l'heure pour que tu nous dises par téléphone ce que t'en as pensé. Je rigole pas, hein. Même le Pentagone est intéressé. Il y a des ex de Stripe, de Google qui reçoivent des tonnes d'offres d'interviews, de consultations téléphoniques comme ça, généreusement payées. Il s'est fait une carrière, un avenir tout trouvé, ce monsieur. En fait, les firmes veulent plusieurs trucs. Elles veulent déjà dresser des profils psychologiques complets de Zatko et amasser autant d'infos que possible, que ce soit pour faire des prédictions pour Wall Street que pour avoir des trucs un petit peu crades et les revendre ensuite à prix d'or. On se demande bien à qui. Donc voilà, il y a beaucoup d'ailleurs de ces collaborateurs qui refusent ces offres. Mais bon, les experts ratissent large. Ce procès pourrait commencer à devenir crade un jour. On verra, peut-être qu'il l'est déjà, allez savoir. On s'éloigne un petit peu des réseaux sociaux, mais on va parler quand même des services en ligne et de l'appétit. On peut parler des procès même. Alors allons-y, parlons des procès, Guillaume. Mais oui, parce que tu sais bien, l'actualité tech, c'est aussi l'actualité des procès. Tech Café, c'est un petit peu tribunal café aussi. Oh oui. Bah oui, avec... Ça me fait penser... Oh, pardon. Oui, vas-y. Je me rappelle d'une émission très mauvaise que je regardais petit, un peu captivé. C'était un peu mon fil de réseaux sociaux de l'époque sur lequel je me faisais happer. C'était une émission qui remettait en scène de manière très mal faite des conflits juridiques. Je sais pas si tu avais mais en fait c'était des reproductions par des acteurs de tribunaux. Ouais, c'est fait de procès entre l'accusé ou un truc comme ça ou... Ah non, alors ça c'est les émissions de faits divers qui me fascinent toujours autant. Mais c'était quand j'étais petit, en début d'après-midi, tu sais, à l'heure où les dessins animés n'avaient pas encore commencé le mercredi après-midi. Toi, tu préférais les trucs glauques. Eh ben non, mais c'est parce que c'est ce qui me permettait de patienter d'une certaine manière plutôt que de faire cette foire. Et il y avait des procès qui étaient joués par des acteurs et c'était des reproductions de procès. Alors je sais pas si c'était fictif ou si c'était des reproductions de trucs qui avaient vraiment eu lieu. Faudrait que je retrouve le nom de cette émission. Je sais pas pourquoi je repense à ça, Guillaume. Ça me fait vraiment bizarre. Mais tu vas adorer alors. Tu vas adorer ces news alors. Parce que bon, oui, c'est toujours un peu réseaux sociaux, hein, puisqu'on va parler des gammas, des GAFAM, comme vous voulez, qui sont constamment en justice de toute façon avec l'un ou l'autre. Donc Meta, par exemple, est en pleine bataille avec la FTC, qui veut le démanteler, tout simplement. Donc la bataille est homérique, c'est le gouffre de Helm, la bataille. Il y a au moins autant de personnages d'ailleurs. Puisque Meta et la FTC, tous les deux, ont appelé à la barre plus de 100 témoins chacun. Meta va même jusqu'à demander des informations très privées à ses compétiteurs pour montrer que non, il n'est pas si dominant que ça et les autres ils s'en sortent bien, alors ça va maintenant. Hein. Donc oui, Meta appelle Twitter, Reddit, ByteDance, Snap et autres compagnies à la barre et demande des chiffres secrets que sans surprise personne ne veut lui donner. Snap a même dit qu'en substance, Meta demandait ses secrets industriels pour sa défense. Ils sont coquins quand même hein, chez Meta. Donc voilà, la Cour refusera d'ailleurs peut-être de toute façon ces demandes, mais voilà, ils tentent tout. C'est un procès qui durera jusqu'en janvier 2024, alors vous inquiétez pas. On en reparlera probablement. Autre petit coquin, Google qui forçait les équipementiers à utiliser son fork d'Android et qui s'est pris 4,3 milliards d'amendes pour ça. On en avait parlé bien entendu, ça date de 2018. Il a fait appel. Mais la Cour de justice européenne n'a finalement réduit la prune que de 200 millions sur 4,3 milliards. Et donc finalement, ça a largement confirmé le jugement précédent. Par ailleurs, Google d'ailleurs est toujours accusé de pratiques anticompétitives sur la pub en Angleterre et en Europe. Et oui, maintenant il faut faire la différence. Voilà, maudit Brexit qui rallonge mes textes, ça m'énerve. Donc Google devra croiser le fer avec des collectifs de pros, des pubs en ligne, et d'autres sites, et qui ont vu leurs revenus publicitaires réduits, et qui cherchent une compensation. On parle au maximum, quand même, de 25 milliards. C'est au maximum, rien de les jouer pour l'instant. Mais bon, pour conclure cette rubrique Suits, avocat sur mesure, parce que moi c'est plutôt ça, les séries que j'ai en tête, changeons un peu d'air avec Amazon. Mais oui, Amazon qui interdit aux vendeurs sur sa plateforme de vendre leurs produits ailleurs moins cher. Le district de Columbia a attaqué là-dessus en abus de position dominante en 2022, il a perdu. Mais il a fait appel avec l'appui du département de la justice et désormais du procureur général de Californie qui attaque aussi dans son état. Et il est en très bon état, rassurez-vous.
L'argument est ici assez simple. Amazon a maintenu des prix artificiellement hauts pour le consommateur et donc ils ont été lésés. Voilà. Donc la Californie, Washington, le Dodge, le Department of Justice, à 3, il devrait pouvoir se faire Amazon, mais il est très coriace le bougre. J'ai retrouvé au passage. Et ça s'appelait Tribunal, une série judiciaire française produite entre 1988 et 1992. Elle a été diffusée, tiens-toi bien, c'est gage de qualité, sur TF1 du 4 septembre 89 au 16 décembre 1994. Et voilà. Et en fait, je suis en train de revoir passer furtivement des images et j'ai peur de me replonger là-dedans. Dans les jours à venir, j'ai bien d'autres choses à faire que de me plonger dans mon passé, surtout quand il est aussi peu intéressant. On va parler donc de rachat de gros services. Il y a dans l'univers des services graphiques, il y a le mastodonte, Adobe, on en a déjà parlé avec l'emblématique Photoshop, mais aussi les illustrateurs et autres InDesign qui vous permettent toute la conception graphique digne de ce nom. Un service qui a pu en rebuter un certain nombre parce que les prix au travers d'abonnements maintenant obligatoirement étaient assez costauds et donc il y a des acteurs qui pouvaient intéresser ceux qui se détournaient le regard de Adobe, notamment Affinity avec la suite Affinity Photo, Affinity Designer, etc. Bref, le panorama du service graphique est assez complet, mais il y a un service qui avait émergé dans le monde professionnel de manière remarquable, un service 100% en ligne, quelque part un peu le Notion de la conception d'interface graphique, c'était Figma, et on voyait Figma apparaître dans à peu près toutes les boîtes, d'à peu près toutes les tailles, pour toutes les conceptions graphiques et toutes les interfaces possibles, et ça a retenu l'intérêt d'Adobe, qui a probablement vu là, à long terme, un concurrent qui prendrait beaucoup trop de place, et tout simplement, ils ont sorti de chez qui, Guillaume? Ben oui, Adobe veut racheter Figma pour 20 milliards. 20 milliards de dollars. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas trop le sens du timing chez Adobe quand même. Alors oui, Figma, c'est une tiers de logiciels vectoriels comme Inkscape, plutôt, mais principalement web et en collaboration de temps réel. Alors c'est un concurrent d'Adobe XD, effectivement, ou d'Illustrator, donc Adobe se paye en concurrent direct, concrètement. Et les réactions des utilisateurs sur Internet, pour l'instant, sont épouvantées, terrifiées, ou dans une des 5 phases du deuil. Non, j'exagère pas, d'ailleurs j'exagère jamais. Bien sûr, une acquisition tech à 20 milliards de dollars en ce moment, il y a peu de chances que ça passe inaperçu. Et selon plusieurs observateurs, dont moi-même, mais ça on s'en fout, l'acquisition semble anticoncurrentielle de manière parfaitement évidente. L'un d'eux évoque immédiatement une violation de l'article 5 du Clayton Act, un truc que j'aurais pas pu faire moi, parce que si un gars évoque le Clayton Act, il en sait probablement plus que moi. Donc heureusement, Wikipédia me permet de sauver la face en énonçant entre autres que le Clayton Act rend illégale une concentration d'entreprises qui a pour effet de restreindre substantiellement la concurrence. Or Adobe est déjà dominant sur son secteur. Donc toute acquisition supplémentaire est suspecte, a fortiori une acquisition à 20 milliards de dollars, et a super fortiori une acquisition de 20 milliards de dollars d'un concurrent direct, avec des fonctions qu'il possède déjà. Bon. Donc ça devrait pas trop passer à la FTC. Mais bon, on vous en donnera bientôt de nouvelles dans le Tribunal Café. Oui, forcément. Ça, c'est sûr qu'on va créer le podcast Tribunal Café. Je pense qu'il y a matière à dire. Bon, de toute façon, tout rachat allez, même, on pourrait aller en dessous, mais à plus de 10 milliards et de toute façon, de matière à faire soulever les sourcils de tous les régulateurs en ce moment. Ça va pas très bien du côté de chez Patreon. Alors, ça va très très bien du côté de la page Patreon de Tech Café, Guillaume. Mais l'entreprise Patreon, a priori, c'est pas forcément l'idéal. Oui, c'est vrai. C'est une note un petit peu triste. Patreon licencie 80 personnes, soit à peu près 17% de son personnel. Il ferme aussi 2 bureaux en Europe. Les licenciements avaient déjà commencé la semaine d'avant, en fait, avec ils avaient licencié une grosse part, voire tout, en fait, leur sécurité informatique, ce qui est un petit peu étrange comme sens des priorités, mais bon. Patreon avait entrepris de croître très vite pendant la pandémie, et bon, là, c'est un petit peu la gueule de bois, on dirait. Alors, il y a pas que lui, de toute façon, mais il y a énorme, voilà. Un petit peu toutes les entreprises sont, disons, soit dégraissent, soit gèlent les embauches, et même Google, en fait, on en parlait un petit peu avant de Google. Même pour lui, les temps sont durs. La conjoncture économique est pas des plus fastes, et Sundar Pichai lui-même a dit qu'il fallait qu'il devienne 20% plus efficace. Devenir plus efficace, ça veut souvent dire faire pareil avec moins, et en effet, donc déjà, il va cesser de produire les Pixelbook, ces Chromebooks de référence, qui avaient de toute façon de moins en moins de pertinence, puisque voilà, à peu près tout le monde et son chien fabrique des Pixel, des Chromebooks, voilà, à tous les prix. Et de toute façon, Chrome OS, il est pareil partout. Donc bon. Ensuite, son incubateur Area 120 s'est fait sabrer, la zone 120 s'est fait sabrer puisqu'il y a seuls 7 des 14 projets en cours qui vont survivre. C'est un département de R&D qui pond régulièrement des produits qui intègrent ceux de Google. Parfois aussi, ils font des startups avec, d'ailleurs. Les nouvelles fonctions, des fois, qu'on remarque parfois sur Chrome ou Google Cloud, peuvent venir de là. Si vous êtes intéressé, il y a une liste dans l'article de TechCrunch des trucs principaux qu'ils ont fait.
Bon, tous ces projets annulés ne veulent pas forcément conduire à des licenciements. Certains employés seront replacés ailleurs. Je veux dire, Google est une énorme machine, il y a plus de 170 000 employés. Aucune idée de combien, cela dit, donc voilà, mais bon. Les temps sont durs. Et puis on va parler aussi, tu parlais des acteurs phares de la pandémie. Ah, j'ai utilisé le mot acteur, excuse-moi. Des services phares de la pandémie. Il est temps de parler de Zoom. Mais oui, grosse plateforme aussi, Zoom, qui va pas trop mal en fait, avec un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard récemment. Par contre, on aurait pu penser que ça aurait pas justement bien vécu l'après-confinement. Ben, ça le vit pas super, parce qu'en réalité, il continue à avoir un chiffre d'affaires assez important. Par contre, c'est vrai que l'embellie boursière du Covid est complètement terminée, et la croissance est complètement atone. Donc la pandémie, c'était le bon temps. La pandémie, le confinement, tu vois, ce bon vieux temps est révolu. Je regrette. Vivement un bon nouveau variant pour relancer un peu les affaires. Ah oui. Mais bon, en attendant, pour relancer sa croissance et doper son action, du coup, Zoom veut se diversifier, et il se dit, bon voilà... tout le monde fait des réus sur Zoom, ok, mais ils utilisent quoi pendant? Google Doc, Office 365, Pornhub? Oui, tout ça. Et donc, Zoom veut très logiquement intégrer des outils de ce type, enfin, sauf Pornhub, sur sa propre plateforme. Donc, ils vont lancer Zmail et Zcal, qui seront vraisemblablement les prochains logiciels préférés d'Eric. Et bon, le but final, évidemment, c'est que les utilisateurs n'utilisent que l'écosystème Zoom, sans aller chez la concurrence. Sauf que justement, la concurrence, elle a plutôt une grosse expérience dans la bureautique en ligne. Donc ça va pas être très simple d'être concurrentiel et de retenir les gens sur la Z dans la Z-sphère. Mais écoute, qui ne tente rien, n'a rien. Puis bon, aussi, qui ne tente rien évite parfois aussi de sévères humiliations, donc on verra bien. Effectivement. C'est inattendu quand même de lancer en 2022 un client mail et un client calendrier à l'heure où vraiment l'organisation bureautique, je pense que l'avenir ne dépendra pas tant que ça du mail. Mais bon, écoute, peut-être que ça fera d'autres choses aussi, on le verra. Et puis, une question que tu voudrais poser pour conclure cette rubrique. Est-ce qu'on peut lire nos secrets sur nos lunettes, Guillaume? Bah écoute, puisqu'on parle de Zoom et de visio, si vous avez des lunettes, vous vous êtes forcément demandé si on pouvait, via la webcam, lire le contenu de votre écran reflété sur tes lunettes. Non, tu t'es jamais posé la question? Non, moi non plus en fait. Non. Moi non plus. Mais bon, ça n'a pas empêché une équipe sino-américaine, d'ailleurs rien que ça me sidère, de faire une étude de ce qu'on peut lire reflété sur les lunettes en visio. Pourquoi ça te sidère? C'est pas une équipe Tu t'imagines pas qu'il y a des chercheurs chinois et américains qui bossent ensemble? Écoute, si, avant, mais bon, ça doit devenir de plus en plus compliqué à mon avis. C'est un certain domaine, je pense que c'est même carrément compromis. Mais bon, voilà, en tous les cas, dans ce domaine-là, ça a l'air d'aller. Avec une webcam 720p, apparemment un texte de 1 cm de haut peut être reconstruit avec 75% de fiabilité. Donc en gros, avec une webcam 720p de base, on peut espérer lire les gros titres. Attention quand même, si le but c'est juste d'identifier le site que vous avez sous les yeux, c'est possible avec 94% de précision. Donc attention aux sites coquins pendant les zooms. Et oui, le problème donc c'est le futur en fait, parce que quand les caméras seront 4K de base, là on pourra lire les titres et certains textes, tout ça deviendra accessible. Étonnamment, Zoom, en l'occurrence, fournit déjà un filtre lunettes cartoon qui occulte les réflexions sur les lunettes. Ah ouais. Et donc, de manière probablement totalement accidentelle, il est déjà équipé d'une contre-mesure contre ça. Et Skype et Meet ne le sont pas encore. Donc après, si vous mettez systématiquement les lunettes cartoon avant d'aller sur RedTube, ça peut aussi finir par devenir suspect. Mais enfin bon. Oui, c'est vrai que ça peut être étrange, effectivement. Bon, c'est cool que ce soit identifié et que ça puisse être intégré, j'imagine, au flux de production de ces outils. Tant mieux, ça renforce la sécurité, parfait. On va totalement changer de rubrique. Tu as toute une autre collection de news qu'on va pouvoir aborder ensemble, Guillaume, pour cet épisode week-end. Ton chouchou ou pas? Ton chouchou d'il fut un temps peut-être, je ne sais pas. Intel qui sort un nouveau logo. Oui, on parle pas mal d'Intel en termes plutôt positifs ces temps-ci. Ils reviennent dans la course, ils reprennent du poil de lion, ils ont mangé de la bête, tout ça. Donc pour changer, deux news Intel pas très positives. Mais oui. D'abord l'an dernier, d'abord l'an prochain, pourquoi je dis l'an dernier? D'abord l'an prochain, les marques Celeron et Pentium vont disparaître. Bon, elles n'étaient pas très vendeuses, les marques. La marque Celeron, c'était pas... La raison officielle, c'est pour simplifier la gamme.
Ouais. Et la vraie raison, c'est que ça fait ordinateur de pouilleux. Voilà. Ouais, c'est vrai que Celeron, c'est pas... Franchement, avec le nom, moi, je regarde même pas les perfs. Sans doute que c'est à tort, mais quand il y a un truc Celeron... Ouais, alors c'est une longue histoire. Bon, ça sera remplacé par Intel Processor, avec un grand P. Parce que oui, bien sûr, un processeur Intel... Et pas Intel Silicon. Ah, mais ils ont pas une filiale, justement, qui s'appelle Silicon quelque chose, non ? Avant, ils mettaient Intel Inside partout. De toute façon, c'est toujours la même idée. C'est un processeur Intel. De toute façon, en soi, c'est un gage de qualité qui garantit que t'as pas un ordinateur de pouilleux. Voilà, c'est tout. Donc, Intel est fort évasif, de toute façon, sur les détails. Ce qui veut probablement dire qu'on continuera à avoir des processeurs de pouilleux en entrée de gamme, comme d'habitude, mais que les apparences seront sauves. Bon, pauvre Pentium. Il méritait pas ça, de finir dans les oubliettes de l'histoire. Même le Celeron, il a eu son heure de gloire. Moi, souvenez-vous, en 1998, quand vous overclockiez votre Celeron de 366 MHz à 533 MHz, juste via le BIOS. C'était fascinant, c'était incroyable. Mais c'est fini tout ça, voilà. Bon, écoute. En tout cas, Intel investit beaucoup en ce moment et il a besoin de fric. Voilà, de vraiment beaucoup de pognon. Et tous les moyens sont visiblement bons pour en avoir. Donc le CHIPS Act, c'est bien, mais il n'y a pas de petits profits. Regarde tous ces brevets qu'Intel a accumulés à profusion au fil des années. Tous ces trucs qui sont plus à la pointe de la modernité, mais qui sont pas encore expirés. Il n'y aura pas un moyen d'en gratter quelque chose ? Eh ben, c'est exactement pour faire ça qu'Intel va filer 500 brevets à IP Value. IP Value, c'est... qu'est-ce qu'il va en faire, IP Value ? Il va pas en tirer de nouveaux produits, pas du tout. Il va juste trouver un moyen... Troll. Quoi ? Ça va devenir un patent troll. Mais exactement, t'as tout compris. Ils vont trouver un moyen d'attaquer d'autres boîtes en violation de propriété intellectuelle via ces trucs-là. Exactement. C'est sale. Donc, IP Value, c'est un patent troll professionnel. Ce qui est marrant et ironique, c'est que le terme patent troll, qui est quand même un peu flatteur, a été inventé par des avocats d'Intel, qui étaient eux-mêmes frustrés par les attaques incessantes sur les brevets dans les années 90, qui avaient peu ou pas de véritable valeur ajoutée. Donc voilà. Bon. Donc c'est sûr qu'Intel est sous pression, sa méga fab est en route, c'est un projet pharaonique dans l'Ohio qui a démarré. Maintenant, Intel sait bien qu'il va falloir que les résultats soient à la hauteur de toutes ces dizaines de milliards injectés, donc grosse pression. Rentabilité à tout prix, et puis écoute, on peut se plaindre des patents trolls, mais quand tu as besoin d'argent frais, on est bien content de pouvoir exploiter les bonnes méthodes qui vont bien. Allez, un petit tour du côté de la triche, du côté d'Electronic Arts, Guillaume. Ouais, Electronic Arts annonce un nouveau système anti-triche qui fera ses débuts avec FIFA 23. Ce sera un système qui se positionnera au niveau du noyau, donc un anti-cheat niveau kernel, quoi. C'est vraiment, alors, il aura les mêmes privilèges en fait qu'un pilote de périphérique critique ou que l'OS lui-même. A priori, c'est logique parce que les systèmes de triche eux-mêmes se sophistiquent et peuvent aller jusque-là de toute façon. Mais d'un autre côté, commercialiser en masse un jeu avec un système d'aussi bas niveau pose aussi des problèmes potentiels de sécurité. La preuve, il y a un mois, le système anti-triche de Genshin Impact, qui opère aussi en mode noyau, a été abusé pour propager un ransomware. Genshin Impact, c'est un free-to-play qui est immensément populaire, donc savoir qu'il peut être utilisé comme vecteur de malware, c'est quand même préoccupant. Et c'est pas la première fois. Valorant aussi en a fait les frais, et Doom Eternal, qui avait d'ailleurs des systèmes comme ça. Ils ont été compromis en 2020. Et FIFA 23 ne sera pas moins populaire que Genshin Impact, et ça va sortir avec ce qu'on peut considérer comme une surface d'attaque aussi. Alors, c'est une question vraiment compliquée, parce que autant je comprends que les joueurs en aient assez les tricheurs, et que du coup ils veuillent que les devs prennent des mesures, ou même des mesures massives, drastiques, autant pour moi un jeu vidéo n'est pas un pilote de périphérique, ce n'est pas un composant système, il a rien à faire en mode noyau. Donc je suis vraiment partagé là-dessus. Ouais, c'est un arbitrage qui est un peu difficile à faire, mais j'imagine aussi que la triche est tellement pénalisante en fait pour l'écosystème qu'ils sont sans doute amenés à déployer des ressources démesurées de ce type. Arbitrage à faire dans le temps. On va faire un tour du côté des consoles PlayStation parce qu'il semblerait que y ait des possibilités d'exploiter des vulnérabilités, en tout cas de hacker les PlayStation les plus récentes, c'est-à-dire les 4 et les 5, à l'aide d'exécutions, si j'ai bien compris, d'applicatifs qui sont pensés pour être qui sont destinés à la PlayStation 2. Explique-nous, Guillaume. Ouais, alors la PlayStation 4 a bien tenu, elle a été craquée depuis dans les 2 ans, je crois. À chaque fois, c'est des vulnérabilités qui sont patchées lors de mises à jour. Et la PlayStation 5, quant à elle, je crois qu'elle est en cours d'examen. Mais bon. Voilà. J'aime ce terme. Dernièrement, par contre, il semblerait qu'un hacker qui se fait nommer Seathurt ait trouvé un maillon faible dans les PlayStation 4 et 5, et ça serait la PlayStation 2, en fait, le maillon faible. La PlayStation 2, elle est émulée sur les PlayStation 4 et 5. Donc, en fait, le code est lui-même recompilé à la volée pour les processeurs des machines modernes, par un compilateur just-in-time. Donc ça permet d'être assez rapide et efficace.
Ça implique aussi qu'il existe une application avec des privilèges élevés qui a l'autorisation de produire du code PS4 en continu. Donc si on prend un jeu PS2 buggé, et qu'on fait un buffer overflow par exemple, là, comme on en parlait le week-end dernier, pour brancher le code PS2 vers une zone prévue par le hacker, par exemple une sauvegarde qui contient du code pirate, ça sera exécuté par l'émulateur. Donc pour l'instant, il a réussi à exploiter une chaîne de failles pour prendre le contrôle de l'émulateur et exécuter une copie d'un jeu PlayStation 2 arbitraire via un autre jeu PlayStation 2 buggé. Donc on n'en est pas du tout à exécuter n'importe quel code sur une PlayStation 5, mais c'est un point d'entrée possible. Et la grande qualité de cette méthode, enfin de ce point d'entrée, c'est qu'elle n'est pas patchable. On peut pas la corriger vraiment parce que l'émulateur fait partie du jeu PlayStation 2 quand on télécharge. Il fait pas partie du système d'exploitation. Donc ça voudrait dire qu'au lieu de patcher le système d'exploitation, il faudrait littéralement patcher tous les jeux PlayStation 2 du store. Et pour l'instant, Sony semble pas très inquiété par cette faille et il va pas patcher tous les jeux PlayStation 2 du store. Donc en gros, pour l'instant, statu quo. Peut-être un vecteur d'attaque, peut-être pas, on verra. Un petit mot du côté des plugins de navigateur. Moi, il y a un plugin que j'aime beaucoup qui s'appelle I Don't Care About Cookie, qui est peut-être d'ailleurs au passage la manifestation la plus improbable des choix juridiques qui amènent à des expériences utilisateurs improbables. Juste pour redonner du contexte, on a des bandeaux d'informations et des boutons associés qui nous permettent d'avoir théoriquement plus de contrôle sur notre expérience utilisateur avec les cookies des sites web. Et en fait, au quotidien, quand ça se répète sur tous les sites, je pense que à moins d'être parfaitement investi dans la gestion de tes données et de tes cookies, tu acceptes à chaque fois, tu refuses à chaque fois jusqu'à ce que tu en aies marre et que tu installes une extension qui dégage ce bandeau et qui évite de te poser la question. Et cette extension I Don't Care About Cookies a été rachetée, Guillaume. Oui, elle a eu beaucoup de succès, cette extension, effectivement. I Don't Care About Cookies. Eh bien, cette extension, elle vient de se faire racheter par Avast, et qui possède aussi d'ailleurs désormais Norton-LifeLock et AVG. Et les réactions là-dessus sont partagées. Parce qu'Avast n'a pas une super réputation, surtout en ce qui concerne la protection des données perso. Il possédait Jumpshot, c'est date de 2020 ça, il y a un courtier en données qui arrosait des myriades de compagnies, de Google à Home Depot, avec des données issues des antivirus. Donc ils ont revendu Jumpshot depuis. Donc les extensions Avast Online Security Browser et AVG aussi ont été épinglées pour envoyer trop d'infos sur les pages visitées. Donc du coup ça inquiète un petit peu évidemment. Après, nul doute que l'extension qui donc va passer sous bannière Avast sera scrutée évidemment de tous les côtés. Puis au pire, de toute façon c'est pas la seule de son espèce. J'ai pas en tête le montant du rachat ou de l'acquisition. Il n'est pas connu. Il n'est pas connu. Un petit mot sur la liste des hommes les plus riches du monde, Guillaume. Moi, je sais qu'il y a de bonnes chances que j'y sois. Je ne sais pas si tu as une chance d'y être. Dis-nous tout. Écoute, qui sont les hommes et les femmes les plus riches du monde à cet instant précis? Il y a surtout des hommes en fait d'ailleurs, mais il faut bien le reconnaître. La réponse est dans la liste de Bloomberg, les 500 personnes les plus riches du monde. Vous avez le lien si ça vous intéresse, c'est quand même rigolo à aller voir. Donc il y a leur fortune perso. En gros, c'est leurs actions aussi. C'est vraiment surtout leurs actions pour beaucoup. Et la tendance. C'est actualisé en temps réel, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que justement, comme les actions, c'est ça qui est rigolo, comme les actions varient, en fait, leur fortune aussi varie en temps réel, varie de minute en minute. Et la tendance, il y a aussi la tendance en fait de voir la tendance de leur patrimoine sur toute leur carrière. Il y a des infos sur eux, c'est assez intéressant finalement. Alors le premier, c'est qui selon Bloomberg? Elon Musk. Et oui, c'est Elon Musk avec 268 milliards en baisse par rapport à l'an dernier. Sa fortune, varie vraiment comme l'action de Tesla en gros. Et le deuxième, le deuxième, on le connaît peu. Moi, je le connaissais pas. C'est Gautam Adani. C'est l'homme le plus riche d'Asie avec 148 milliards de dollars. Alors lui, sa croissance, elle est bien continue, voilà. Après, en troisième, il y a Jeff Bezos, 148 milliards. Excuse-moi, il fait quoi ce monsieur indien? Je connais pas du tout. C'est quoi le groupe Adani? C'est fou, je sais même pas ce que c'est. Très bonne question. J'aurais dû regarder. Un groupe d'investissement, j'imagine. C'est de l'industrie a priori. Ouais, je crois qu'il fait plein de trucs en fait. Peut-être même dans la. Je sais pas, il est pas dans le cinéma. Incroyable. Non, je sais plus. J'aurais vraiment pas cité. Nous, on le connaît pas trop, c'est clair. Nous, on connaît plus Jeff Bezos, tu vois, qui est troisième, voilà, avec 148 milliards de dollars, qui était à plus de 200 milliards. Qui aurait été mieux placé s'il avait pas divorcé, si je dis pas de bêtises. C'est très probable. On va voir pourquoi après. Donc là, il est à 148 milliards, il avait 200 milliards de dollars l'an dernier. Bon, lui aussi, ça varie beaucoup avec les actions. En 4, on a Bernard Arnault,
Notre Bernard, c'est nanar national, avec 139 milliards. On sent qu'on a Bill Gates avec 112 milliards, et qui est devant Warren Buffett avec ses 97 milliards. Juste après, on retrouve Sergey Brin et Larry Ellison, donc Google et Oracle. Steve Ballmer, souvenez-vous de Steve Ballmer. Ouais, c'est fou ça. Et il oui, est bien placé, il est 11e. Il est 11e avec 87 milliards, ce qui est pas fou. Il est devant Françoise Bettencourt, qui est la première femme d'ailleurs du classement. Fait intéressant, la fortune de Mark Zuckerberg a pris un énorme coup dans la tronche, puisqu'elle a fondu de 140 à 55 milliards en à peine plus d'1 an. Ça coïncide d'ailleurs pas mal avec la transition Facebook-Meta, d'ailleurs. Ah, tiens. Il est plus que 20e. Mais de toute façon, c'est clair que ça lui coûte... c'est, voilà, Meta... Mais c'est un sacrifice. Et je pense qu'il va l'assumer comme ça. Oui, il fait ça pour le bien-être de l'humanité. Et c'est un sacrifice. C'est pour le bien-être de l'humanité. Exactement. Donc ensuite, on retrouve des noms qui sont bien connus aussi. John Mars. Monsieur Barre Chocolaté, tout simplement, John Mars. Qui pèse Pardon. Le mec qui a inventé la barre chocolatée s'appelle John Mars. C'est pas vrai. Le mec de Mars. Le mec des Mars, quoi. C'est John Mars. Ouais, mais le mec s'appelle Mars. Ouais, il pèse 53 milliards. C'est incroyable, je savais pas qu'il y avait un mec qui s'appelait John Mars. Si. À la machine à café, j'espère que vous penserez à nous. Quand vous Après, il y a la famille Walton, fondateur des Walmarts. Walmart, c'est Walton Marts. Voilà. Et après, il y a Michael Dell, donc des ordinateurs Dell. Il y a Alan Wertheimer, qui possède Chanel. Il y a la famille Ferrero, aussi. Alain et Gérard Wertheimer. Ouais, il possède Chanel avec son frère, c'est vrai. Il y a la famille Ferrero, donc il y a Chang Yimin, qui est fondateur de ByteDance, du coup. En 38e place, il y a qui? Attends, en 32e, j'ai eu peur, il y a Vladimir Potanin. C'est pas Vladimir Poutine, c'est Vladimir Potanin. Ah ouais, oui, on va pas tous les faire, mais ce qui est... Mais non, en plus, il est dans la fédération de Russie. C'est pas Vladimir Poutine, quand même. Écoute, ce qui est marqué Vladimir Poutine. Non, c'est Potanin. Bon. Donc, non, mais... Tu veux pas tous qu'on les fasse, il y a un accent. Hein. Non, Jack Ma, 36e. Il y en a 500. Après, effectivement, on voit Jack Ma et tout. Mais en 38e, donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on voit Mackenzie Scott, qui est effectivement l'ex-femme de Jeff Bezos et qui pèse 30 milliards de dollars. Voilà, donc, tous ces chiffres sont évidemment calculés en fonction de la valeur des actions qu'il possède et du nombre d'actions qu'il possède. Hein, donc, voilà, c'est l'immense majorité de tous ces milliards, donc, est en quelque sorte virtuel, mais enfin, quand même. Voilà, objectif de retraite à rentrer dans la liste, hein, Guillaume, bien entendu. Évidemment. Oh, 150e, Guillaume Poggiaspal. C'est incroyable. Comment t'as fait? Non. 150e, ça serait franchement pas mal. Ce serait formidable. Même 500e, hein, même, oui, je pense même 10 millième, je pense. Bon, écoute, on termine avec un petit peu de IG Nobels, Guillaume, et tournoi d'échecs. Tu vas me faire plaisir. Tournoi d'échecs, mais oui, quel est le dernier drama dans le monde des échecs, le dernier drama dans le monde même des réseaux? C'est très certainement cette affaire Magnus Carlsen versus Hans Niemann. Alors, pas le match, en fait, on s'en fout, mais le drama autour, qui a pris une proportion complètement rocambolesque. Parce que, alors, à la base, Magnus, qui est champion du monde, s'est fait battre par Niemann, qui est grand maître, mais qui a 19 ans, et voilà, sur lequel personne n'a parié un copec. Bon, Niemann a triché par le passé. Hein. Il a triché sur chess.com. Il avait utilisé un logiciel pour l'aider. Donc ça, il l'a reconnu. Hein. C'est pas un secret. De son côté, Magnus, lui, voilà, il a perdu. Bon, c'était ça. Il a fait une erreur assez tôt dans le jeu. Puis après, il s'est mal démerdé. En tout cas, ça peut arriver, quoi. Mais bon, il s'est retiré plus tard du tournoi sans trop d'explications. Et Reddit a commencé à s'enflammer. Donc il a commencé à y avoir des rumeurs de tricherie qui sont mises à flotter. Niemann a donné une interview dans laquelle il assure avoir jamais triché. Et c'est plus difficile de tricher à un tournoi international que sur chess.com, après tout, non? Bon. Comment il l'aurait fait? Eh ben Reddit y a réfléchi. Comment il l'aurait fait? Il a trouvé une réponse simple, avec un plug anal connecté, bien sûr. Mais évidemment, il joue avec le plug dans le fion, et il y a quelqu'un avec un logiciel qui fait vibrer à distance pour lui faire comprendre comment jouer, si c'est un bon move ou pas, tu vois. Il pourrait y avoir tout un code de vibration anale comme ça. Alors, ça a l'air d'une blague, et ça en est une, en fait. C'est parti plus ou moins comme ça sur un chat, sur Twitch. Mais ça a été remarqué par un journal allemand, Bild, qui en a fait un article, qui du coup prend la possibilité quasi au sérieux. Et voilà, ça y est, depuis les médias sociaux s'amusent. Ou, c'est pas, ils sont semi-sérieux, semi-rigolos, je sais pas. Parce que Carlsen aussi aurait pu utiliser finalement un assistant anal toute sa carrière. Qu'est-ce qu'on en sait, tu vois? La solution a été offerte par Niemann lui-même, qui serait de jouer nu. Voilà, si tu joues à poil, évidemment, comme ça, t'es tranquille. Et pourquoi pas? Il va bien falloir que les compétitions d'échecs s'adaptent aux nouvelles technologies et aux sextoys connectés. Bon. Effectivement, oui, c'est plein de bon sens. Mais bon, laissons là le monde aussi passionnant qu'austère des échecs, hein, pour finir en beauté sur les IG Nobel, bien sûr, voilà, qui récompensent les recherches scientifiques les plus improbables. Est-ce que t'as un préféré, Guillaume?
Ah, pas du tout. Et en plus, j'ai pas du tout suivi l'article, donc tu me prends au départ. Oh mon Dieu, je suis absolument incapable de te répondre. Faisons la liste, évidemment. Alors oui, donc parce qu'il y a vraiment des trucs intéressants. Le prix de physique est intéressant, puisqu'il décrypte comment les cantons arrivent à nager en formation. Ça, c'est quand même pas derrière leur mère. C'est important. Il y a c'est pas le même principe que... Ah non, formation, c'est en ligne droite, c'est ça. Parce qu'a priori, les oiseaux de ce type-là, c'est plutôt bien documenté. Comment est-ce qu'ils arrivent à voler en groupe, etc. Mais ils nagent en formation derrière leur mère quand ils sont en canton comme ça. Mais les cantons, ils sont un peu débiles, tu vois, mais ils y arrivent quand même. Et ils sont un peu à la queue leu quand même, non? Ils seront en formation. Écoute, j'ai pas vraiment lu l'article. Hein. J'ai trouvé. Tu m'as vendu comme étant un truc intéressant. Alors attention. C'est un peu plus. Mais disons que c'est plus intéressant que le prix d'histoire parce que le Ig Nobel d'histoire, c'est quand même sur une étude sur le lavement chez les Mayas. Et le prix de biologie étudie l'impact de la constipation sur la reproduction des scorpions. Donc, si tu veux, effectivement, dans ces conditions. Il y a le prix Nobel d'ingénierie est capital aussi, puisqu'il nous dit comment utiliser optimalement nos doigts pour tourner une poignée. Donc, bon, écoute. Ah, oui. Non, mais c'est important parce qu'on peut optimiser notre quotidien. Le temps qu'on passe dans une vie à appuyer sur une poignée de porte, si on peut optimiser. Eh ben, c'est ça. Donc, le prix de cardiologie est très romantique, puisqu'il montre que quand deux personnes qui se rencontrent pour la première fois sont attirées l'une par l'autre, le rythme de leur cœur se synchronise. Si c'est pas mignon, quand même. Il y a aussi la conductance de la peau qui se synchronise. Et étonnamment, quand le coup de foudre est réciproque, les signaux classiques rire, sourire sont pas vraiment concluants. Le rythme cardiaque, oui. Voilà, c'est étonnant. On peut vraiment documenter de manière fiable les coups de foudre. Incroyable. Mais perso, celui que je trouve le plus cool, c'est l'Ig Nobel de littérature, parce que les chercheurs ont étudié ce qui rendait les textes de droit aussi inutilement difficiles à lire. Et la réponse est simple. Un style extrêmement mauvais. Les textes de droit sont tout simplement très mal écrits. Et oui, c'est pas vraiment des problèmes de jargon en fait. Les auteurs sont partis d'une hypothèse psycholinguistique, puisque en fait la loi parle souvent de notions finalement assez simples. Ça parle de situations usuelles, de vie quotidienne. C'est censé être accessible au plus grand nombre. Des choses concrètes, tu vois, on n'est pas en mathématiques, c'est des trucs vraiment concrets. Donc il n'est pas si évident que ça que les textes qui en parlent doivent être complètement compréhensibles. Donc ils ont mesuré dans les textes de droit la fréquence de marqueurs linguistiques comme le recours excessif à la voix passive, l'usage de termes vieillis ou archaïques, les mots rares utilisés à la place de mots usuels sans aucun bénéfice sémantique, une syntaxe inutilement alambiquée. Et bon, ils sont formels. Ces marqueurs de style pourri sont largement plus fréquents dans les textes de droit que dans un texte anglais moyen. Ce qui valide l'hypothèse, c'est mal écrit. Eh ben écoute, c'est bien qu'on se penche sur ces sujets-là, c'est important. D'ailleurs, les conditions générales d'utilisation de beaucoup de sites web et de réseaux sociaux d'ailleurs sont beaucoup plus intelligibles maintenant. Oui, enfin, ça dépend. Parfois, c'est c'est l'histoire du Bon, effectivement, ce sera sans doute pas les personnes qui écrivent les textes de loi qui seront retenues comme étant les meilleurs potentiels pour les prix de littérature à venir, ça c'est sûr. Magnifique, tu parles des échecs, tu sais que j'en ai parlé puisque j'ai fait un petit passage dans le CKB Show, nos copains podcasts orientés. Tu parlais tout à l'heure. Alors non, pas des plugs anneaux, ni des prix qui décernent les choses remarquables à travers le monde, mais des jeux d'échecs. Et en fait, je me suis plongé sur chess.com justement que tu citais, et avec les applis. Et alors au passage, deux choses. Le service est super bien foutu parce que, dans la version gratuite, tu te sens pas du tout limité. C'est très bien fait. T'as beaucoup d'aides pour apprendre les ouvertures, pour avoir les bons réflexes. Les analyses de tes parties aussi sont hyper intéressants. Le service est super bien fait. Et je me suis fait avoir depuis quelques semaines, Guillaume, à quel point je joue aux échecs là où j'avais réussi à supprimer de tout mon temps quotidien les jeux à la con, tu vois, les Clash Royale. Et voilà. Et en fait, je me surprends à être... alors, j'ose pas utiliser le terme, mais addict aux échecs, au point que, putain, t'as une partie qui se termine, que t'es gagné ou perdu, d'ailleurs, tu relances une partie juste derrière parce que tu te dis, allez, j'ai encore quelques minutes. Et l'aspect des formats de parties de jeux d'échecs limités à 10 minutes par joueur est hyper intéressant. En fait, j'adore. Et j'ai même invité plusieurs personnes autour de moi, des amis, pour jouer à des parties d'échecs. Donc, on fait notre coup en une journée maximum. J'aurais jamais pensé que je m'intéresserais autant aux échecs maintenant. Donc, je sais pas combien de temps ça va me durer. Ça fait quelques jours maintenant, quelques dernières semaines. Voilà. Non, mais si vous voulez jouer contre moi, sollicitez-moi via Discord et puis sur chess.com, on peut faire une partie ensemble. Moi, les échecs, ça a été un échec. Ah, oui, d'accord. Bon, et au-delà du jeu de mots, il y a une vraie histoire ? Non, mais j'ai essayé, oui, mais ça m'attire pas plus que ça en vrai. Et puis de toute façon, j'ai sais pas trop pourquoi ça me plaît.
En fait, j'ai trop l'impression que il faut si tu t'investis pas vraiment beaucoup, c'est pas, tu vois, ça sert à rien en fait. Il faut vraiment beaucoup jouer, vraiment beaucoup connaître de configuration. Enfin, je sais pas. La manière dont c'est fait, chess.com est géniale parce qu'en fait, tu viens avec un niveau par défaut. Donc, bon, vraisemblablement, les premières parties, tu te fais poutrer parce qu'il te met des joueurs au même niveau, mais bon, enfin, moi, j'étais pas très bon, quoi. Et en fait, bon, très vite, tu t'écroules dans ton score, dans ton niveau de jeu. Et petit à petit, tu commences à affronter des aussi nuls que toi. Et donc, du coup, là, tu progresses. Et ben, je te jure, partie après partie, je trouve que le format fait qu'il y a une vraie progression. En plus, il y a l'onglet de stats sur chess.com qui est très bien fait, où tu vois les évolutions de tes parties et tout. Tu peux revoir tes anciennes parties. Et encore une fois, la partie documentation, apprendre est géniale. Je sais pas pourquoi j'ai ce coup de cœur avec les échecs, Guillaume, ces dernières semaines. C'est très bien, c'est très bien les échecs. Puis je peux me la péter, tu vois, parce que quand tu joues aux échecs, quelque part, tu peux te la péter. C'est ça. Moi, j'ai dit, les échecs, ouais, non, je suis pas très bon, j'ai jamais été très bon. C'est basique, quoi, tu vois, c'est un mec pas bon aux échecs, c'est la base. Mais non, mais il dit, oui, non, oui, c'est vrai, mon temps libre, oui, bon, moi, je joue aux échecs quand j'ai 5 minutes, tu vois, tout de suite. En fumant une pipe en bois, tu vois. Non, mais tout de suite, c'est vrai, ça donne une contenance. Non, mais c'est très bien. Mais les échecs, c'est Et donc, du coup, cool, je me demande s'il y a un équivalent à chess.com pour le jeu de Go. Parce que le jeu de Go, je n'ai jamais essayé. C'est bien. Je suis sûr que c'est vachement bien. C'est très bien. Mais j'y connais rien du tout. Le Go, c'est très bien, en fait. Je trouve même limite que je trouve que c'est plus cool que les échecs parce que en même temps il y a plus de liberté, mais il y a au moins autant de profondeur. C'est marrant. Mais par contre, bon, voilà, c'est pareil, quoi. Si tu joues pas, mais comme un malade, t'as pas de niveau, quoi. Tu sais, pour avoir un petit niveau, même il faut jouer beaucoup. Je comprends ce que tu veux dire et cette perception-là de ces jeux, je l'avais il y a même encore quelques semaines. Tu vois, un côté un peu élitiste, mais je trouve que en fait, contrairement à ce que je pensais, contrairement à ce que tu dis, mon avis a vraiment changé. Je trouve que c'est extrêmement démocratique comme jeu. C'est très... tu te rends compte, je peux jouer avec mon fils de 10 ans et prendre plaisir, quoi. Même mon fils de 6 ans, enfin, en fait, d'ailleurs, bon, c'est le cas de beaucoup de jeux, mais et tu sais je quoi, prends plaisir. Il existe des versions offline en bois. Mais carrément, et ben justement, c'est bien prévu parce qu'en plus on m'a dit qu'au marché de Noël d'Amiens, il va bientôt revenir. Il y a à chaque fois tous les ans un fabricant de jeux en bois, de jeux d'échecs en bois. Et donc cette année, je me suis noté, j'espère que mon fils écoutera pas Tech Café jusqu'à Noël, mais je suis à peu près persuadé que ce sera pas le cas, que je vais lui prendre en cadeau de Noël un jeu d'échecs en bois un peu tradi. Ça c'est une quasi certitude maintenant. Après, vu le prix du bois, c'est ça ou il va falloir que je vende un rein peut-être. Mais bon, le bois étant très cher. Peut-être c'est moins cher. Bon voilà, excusez-moi, j'ai dérivé un petit peu, mais le petit coup de cœur du moment, c'est le jeu d'échecs pour moi. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cet épisode conjointement à la préparation de l'épisode hebdomadaire. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez semaine après semaine pour toutes vos interactions. Je vous avoue que c'est vraiment une très très grande richesse et un très grand plaisir de voir les retours que vous faites et les éloges que vous pouvez transmettre au sujet de toute la préparation des épisodes qui consacre pas mal de temps côté Guillaume Poggiaspala, tout l'enthousiasme j'espère que vous ressentez et qu'on essaye de mettre dans les épisodes en vous restituant des podcasts de qualité. Merci beaucoup donc pour votre fidélité. On se dit rendez-vous maintenant dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.